Donc, moi, je suis venu ici vous parler d'un problème qui, à première vue, est un problème typiquement tunisien. Mais sans doute, on peut généraliser la question. Il s'agit en effet de l'eau, puisque vous êtes sans savoir que la Tunisie, maintenant, elle connaît une nouvelle période, et on est en train de discuter sur des questions fondamentales de la société. Or, il est question de la nouvelle constitution tunisienne qui est en cours, en fait, elle n'a pas encore été adoptée, et il y a un article 43 du projet de la constitution qui parle du droit à l'eau. J'aimerais bien vous lire cet article. Cet article comporte en fait 2 paragraphes. Un alinéa premier qui dit formellement le droit à l'eau est garanti. Donc c'est une disposition solennelle et formelle qui consacre pour la première fois le droit à l'eau. Et le deuxième paragraphe prévoit le suivant: la préservation de l'eau et l'optimisation de son exploitation et le devoir de la société et de l'État. J'aimerais bien raisonner à haute voix avec vous. Je vais poser les questions, mais je n'ai pas de réponse. On va avoir un petit échange d'idées sur ce texte. Je l'espère en tout cas. Tout d'abord, sur le plan strictement formel, la formule de l'article 43, s'il devait être adopté, est tout à fait nouvelle. Son premier mérite est celui d'exister, parce que dans la Constitution de 1959, la question de l'eau n'a pas été posée. Donc, de ce côté-là, il y a une avancée réelle sur la question de l'eau. Mais au-delà de cette remarque purement formelle, des questions, des zones d'ombre existent. Tout d'abord, que faut-il entendre par garantie de l'État? Le droit de l'eau est garanti. Que faut-il comprendre par cette garantie? S'agit-il d'une obligation principale ou d'une obligation dérivée? L'État, par exemple, doit-il garantir l'eau ou doit-il s'engager à fournir l'eau? Parce que si on doit comprendre l'obligation de garantie comme une obligation d'accessoire de droit privé, tel qu'on la conçoit, cela pourrait signifier que l'État tunisien peut conférer à des opérateurs privés la question de l'eau, la question de distribuer l'eau, la question de... Or, on a tous l'exemple argentin en tête. On sait bien que l'Argentine a fait appel à des investissements internationaux à des opérateurs internationaux pour la desserte de l'eau, et on sait bien que la chose ne s'est pas très bien terminée. Il y a des sentences arbitrales sur la question, et le gouvernement argentin a été condamné par le droit arbitral. Donc, que faut-il entendre par l'État doit garantir l'eau? S'agit-il d'un engagement ferme, d'un engagement de principe, ou une obligation dérivée, une obligation accessoire en quelque sorte? Donc il y a une question sur ce point, une question très importante qu'il faut peut-être donc résoudre. Autrement dit, s'agit-il d'une obligation de principe ou une obligation dérivée? Une deuxième interrogation, que faut-il entendre substantiellement, cette fois-ci, par le droit à l'eau? L'État doit garantir l'eau. Faut-il conclure par là qu'il y a un droit minimum à l'eau, donc un seuil que l'État doit garantir, ou faut-il comprendre que l'État ne doit pas seulement se contenter par ce minimum et essayer donc améliorer la situation de la population et essayer de améliorer continuellement
progressivement la situation de la disserte. Là aussi, la question pourrait bien se poser. De toute façon, il me semble qu'un droit au minimum d'eau doit être garanti. C'est le minimum, c'est le minima. Dans les textes internationaux, on appelle ça des minima. Par ailleurs, il me semble également, mais c'est une opinion qui l'engage quand même, donc qu'il doit y avoir une priorité dans la disserte, qu'il doit y avoir en quelque sorte un droit de priorité, parce que en fait les besoins ne sont pas tous pareils. Donc le tourisme a besoin de l'eau, mais monsieur lambda, le citoyen normal, également a besoin de l'eau, donc on ne peut pas mettre au même pied d'égalité les mêmes besoins. Donc il doit y avoir un droit de priorité. Pourquoi? Parce que la demande surpasse largement l'offre en eau. Donc on a un déficit chronique en Tunisie en matière d'eau, et parfois il fallait donc choisir. Et donc il doit y avoir une priorité qui doit être faite en fonction, bien évidemment, des besoins vitaux, des besoins de première nécessité. Bon, alors là, maintenant, on peut discuter qu'est-ce qu'un besoin de première nécessité, qu'est-ce qu'un besoin vital, ça, c'est autre chose. Mais il doit y avoir une priorité, parce que, par hypothèse, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, un droit au minimum d'eau et un droit de priorité. L'article 43 doit, à mon sens aussi, être interprété sous l'éclairage des textes et conventions internationales, et je pense notamment au protocole international de 1966. Ce protocole est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il impose aux États une sorte d'obligation progressive, une obligation d'améliorer continuellement et substantiellement l'état des populations concernées. Appliqué en notre matière, cela signifie que l'État tunisien doit prouver périodiquement que l'état de sa population a été amélioré et qu'elle est en train de l'améliorer davantage, et elle doit le prouver devant les instances internationales, et cette donc, appréciation doit faire l'objet d'une communication au public tunisien, c'est-à-dire aux citoyens, et elle doit faire débat public. Par ailleurs, la formule de l'article 43 inquiète et laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'il y a, à mon sens, trois lacunes. La première lacune, c'est que le droit... 2 minutes. Donc. Le droit à l'assainissement a été royalement oublié. L'article 43 ne parle pas, du moins expressement, du droit à l'assainissement. Le droit de l'homme à l'eau a été oublié. Cet article parle du droit à l'eau, mais il ne parle pas d'une manière expresse, du moins, du droit de l'homme à l'eau. Or, il y a une différence entre les deux, parce que si on va limiter le droit à l'eau aux citoyens tunisiens, cela signifie que les réfugiés libyens qui sont en Tunisie maintenant n'ont pas le droit à l'eau, ce qui est aberrant, donc ça ne peut pas se concevoir. Et puis, la troisième remarque, c'est que c'est là où ça fait mal, c'est que le droit à l'eau n'est pas sanctionné. Il n'est pas sanctionné juridiquement, il n'y a pas une sanction ferme qui oblige l'État à respecter ce droit. Il n'y a pas une sanction judiciaire, je veux dire, qui oblige et qui fait de cette obligation une obligation de droit positif, si j'ose dire. C'est-à-dire une obligation qui peut se traduire en termes soit de dommages et intérêts, soit en termes de sanctions pénales. Donc voilà, je m'arrêterai là.
Je n'ai pas dépassé les... C'est un sujet...